Émission spéciale Immobilier d'entreprise, bilan et perspective. La résilience pour garder le cap. Une émission en partenariat avec EPA Marne, EPA France, présentée par Johanna Zilberstein, jeudi 25 mars 2021, en direct sur Radio Imo. Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo en ce jeudi matin pour une émission spéciale que nous coproduisons avec EPA Marne. Et aujourd'hui, nous allons parler immobilier tertiaire, immobilier d'entreprise, bilan et perspective sur le territoire d'EPA Marne, EPA France. La résilience pour garder le cap, on sait que l'année 2020 a été un peu particulière, notamment pour les locaux d'activité, pour l'immobilier tertiaire, mais particulière ne veut pas dire mauvaise. Et ça, on va le voir avec nos invités. D'abord, le directeur général d'EPA Marne, EPA France, Laurent Girometti, bonjour. Bonjour Johanna. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes venu avec Christophe Moche, qui est directeur du développement EPA Marne, EPA France. Bonjour Christophe. Bonjour Johanna. Et on a également sur ce premier plateau Sophie Rosen, qui est directeur du service recherche chez JLL. Bonjour Sophie. Bonjour Johanna. Je suis ravie de vous accueillir tous les trois. Vous êtes seulement trois pour l'instant pour cette première partie où nous allons pouvoir parler de cette étude menée par JLL pour EPA Marne, EPA France. On va voir comment s'est comporté l'immobilier d'entreprise sur ces 12 derniers mois. Et puis nous ferons un petit changement de plateau pour accueillir nos experts terrain, j'ai envie de dire, ceux qui ont vécu ces 12 derniers mois sur ce territoire EPA Marne, EPA France. On aura en ligne avec nous Stéphane Salini, qui est le président de Salini Group. Et sur le plateau, Charles-Antoine Corr, qui est directeur Île-de-France pour le Gendre Immobilier, et Ronan Leland, qui est président du directoire d'Argan. Tout ça, ce sera pour un retour terrain, une impression des professionnels de ces 12 derniers mois. Mais avant, je vous l'ai dit, on démarre avec cette étude. Émission spéciale Immobilier d'entreprise, bilan et perspective. La résilience pour garder le cap. On va donc commencer par voir quels sont les enseignements de cette étude menée par JLL pour EPA Marne, EPA France. Avec vous notamment Sophie, mais avant je voudrais me tourner vers vous Laurent Girometti pour vous demander cette étude. Alors elle est menée de manière annuelle par EPA Marne, EPA France. Pourquoi ? Quel est l'objectif ? C'est une étude qu'on réalise chaque année, qu'on fait réaliser chaque année. Il faut savoir que le territoire sur lequel intervient EPA Marne, EPA France, donc un grand territoire à l'est du Grand Paris, qui historiquement a aménagé notamment la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, c'est un territoire qui repose sur une double composante résidentielle et économique. On travaille beaucoup sur cette question d'un territoire qui soit équilibré, qui est à la fois du résidentiel et des emplois. C'est vraiment inscrit dans les gènes de l'établissement depuis le début. Donc c'est très important pour nous de suivre où on se situe justement sur le plan des différents marchés des locaux économiques d'une manière générale, que ce soit du tertiaire ou des locaux d'activité. Ça nous permet de nous situer, ça nous permet de mesurer où nous en sommes, ça nous permet aussi de communiquer avec nos partenaires, puisque nous avons régulièrement, bien sûr, des offres qui se renouvellent et des partenaires avec lesquels nous développons le territoire. Cette mixité dont vous nous parliez entre résidentiel et activité, c'est dans les gènes d'EPA Marne, EPA France, c'est dans les gènes de Marne-la-Vallée, de toutes ces villes nouvelles, dont la promesse, quand elles sont arrivées dans les années 80-90, était de mêler, de permettre aux gens d'habiter et de travailler sur le même territoire. C'est tout à fait ça. On a à peu près, sur le territoire de l'ex-ville nouvelle, un emploi par actif résident. Donc ça, c'est un élément important. Et je dirais c'est à l'est du Grand Paris, c'est le territoire qui tire le mieux son épingle du jeu de ce point de vue. On a des caractéristiques de desserte notamment qui l'expliquent. Et ça a été fait pour. Quelque part, c'est le principe même d'un secteur qui a été aménagé volontairement en pensant à large échelle que de prévoir ces éléments-là. Donc le but, c'est un résidentiel agréable, de l'activité et des emplois qui soient faciles à vivre, pratiques, et puis des aménités. C'est un territoire, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est un territoire sur lequel finalement la qualité de vie et de travail est assez élevée. Et on va voir comment le marché tertiaire s'est comporté ces 12 derniers mois. Avant justement, Christophe Moche, ces 12 derniers mois ont été très particuliers. Il y a eu cette crise sanitaire qui a d'abord mis le pays à l'arrêt complet pendant plusieurs mois, puis une reprise, et puis finalement, on se rend compte que ça n'a pas été si mauvais que ça pour le tertiaire.
Tout à fait, Johanna. Effectivement, on ne va pas se mentir. Il y a un an, 16-17 mars, quand on a vu cette crise sans précédent qu'on n'avait jamais vécue arriver devant nous, on a été très inquiets à l'établissement public. Laurent en a parlé juste avant. Nous avons en charge le développement résidentiel et le développement économique. On sait que le développement résidentiel est quelque chose qui marche très très bien sur notre périmètre d'intervention. Le développement économique, on s'est vraiment posé des questions de savoir si ça allait fonctionner, si on n'allait pas avoir un vrai marasme devant nous. Et je pèse mes mots lorsque je dis ça. Et in fine, c'est pas du tout le cas. Donc honnêtement, un an après, aujourd'hui, on est beaucoup plus serein. Je ne vais pas déflorer tout le sujet, puisqu'après, Sophie en parlera bien mieux que moi. Elle a réalisé l'étude pour le compte d'EPAMAR et pas France. Mais on a eu une vraie résilience de marché. Pas du tout de décrochage, ni sur le développement tertiaire, ni sur les locaux d'activité, ni sur la logistique. Nos invités, après, pourront en parler. Je vais juste donner 3 chiffres et après, je laisserai Sophie continuer. Sur la partie tertiaire, on a une profondeur de marché qui est certes limitée sur Marne-la-Vallée, environ 2 millions de mètres carrés de bureaux. C'est toujours une demande comprise entre 50 et 60 000 mètres carrés. C'est à peu près la moyenne que l'on a. L'année dernière, on a 50 000 mètres carrés. Donc ça veut dire pas de décrochage. Le vrai marché de Marne-la-Vallée sur le bureau, c'est de la petite surface, demande placée moyenne d'environ 450-500 mètres carrés, et avec toujours 1 à 2 belles transactions d'une surface supérieure à 5 000-8 000 mètres carrés. Ça a été le cas, on y reviendra juste après. Les locaux d'activité, c'est pareil. Toujours une demande placée comprise entre 160 000 et 200 000 mètres carrés par an, moyenne quinquennale d'un peu moins de 170 000. L'année dernière, c'est 160 000 mètres carrés sur le territoire. Encore une fois, pas de décrochage. Ça veut dire que ça continue de bien fonctionner malgré le contexte pandémique et le sujet du report des 2e tours des élections municipales. Et au niveau de la logistique, je le précise, Marne-la-Vallée n'est pas une destination logistique en tant que telle. Néanmoins, on travaille sur du développement logistique avec les acteurs, mais je dirais qu'on est plutôt sur de la logistique à valeur ajoutée, soit très pourvoyeur en nombre d'emplois, soit avec une valeur ajoutée, du process, une part de bureaux importante. Et l'année dernière, c'est quasiment 2 fois plus qu'en 2019. C'est plus de 80 000 m² de demandes placées sur cette typologie de produits. Donc au final, une très bonne année et une vraie résilience de marché. Donc on est très content. Et Laurent a un peu esquissé le sujet, un emploi pour un actif. Mais sur le territoire, c'est plus de 20 000 établissements implantés, c'est plus de 217 000 emplois. Et on a la chance d'avoir un terreau de PME-PMI qui est très très important. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne bien. Contrairement à d'autres territoires qui sont plus sectorisés, je dirais que notre diversité en termes d'implantation d'entreprise nous a beaucoup aidés. Mais je pense qu'on y reviendra après. Et bien, puisqu'on a donné les premiers chiffres, on va poursuivre sur cette lancée avec vous, Sophie Rosen. Alors, cette étude, elle fait le bilan de l'année écoulée, de l'année 2020. Quelles sont les grandes tendances et les enseignements à retenir ? Effectivement, je rejoins complètement Christophe. Le mot à retenir, si je puis dire, de ce bilan, c'est robustesse. Je rejoins complètement. Robustesse sur le marché tertiaire, industriel, logistique. On va le voir tout de suite. On a eu une belle performance, une bonne résistance du marché locatif tertiaire. Pour rappel, quand même, le marché francilien s'est contracté de moitié. On a eu une demande placée au niveau de l'Île-de-France qui a diminué, a chuté de moins 45%. Le marché donc de l'EPAMAR n'est pas France a légèrement baissé de 13%. Donc c'est un repli très mesuré et on a une certaine pérennité et résilience du marché. Ça, c'est un point très important à souligner. Ce niveau de transaction qui s'est relativement maintenu, effectivement, est grâce à un tissu local de TPE, PME, dynamique et diversifié. Je rejoins là encore Christophe, aujourd'hui qui ont consommé à peu près 40% des surfaces. Et les 60% restantes de l'activité locative, eh bien, c'est des grands comptes qui se projettent sur le territoire et qui n'hésitent pas à saisir des opportunités immobilières, telles que l'EPAMAR n'est pas France l'a fait pour accueillir son futur siège social dans l'immeuble 15 à Champs-sur-Marne, mais il y a également le Gap et il y a également Bureau Veritas pour les 3 plus grandes transactions. Il y en a plein d'autres, il y a une dizaine de transactions de plus de 1000 m². Donc voilà, il y a aussi des grands groupes qui se projettent. Le deuxième message que je voulais partager ce matin, c'était que, effectivement, malgré les incertitudes liées au contexte actuel, eh bien, les entreprises se projettent toujours sur le long terme en n'hésitant pas à acquérir leurs locaux. Ça, c'est un point important, puisqu'aujourd'hui, c'est une entreprise sur 4 qui achète leurs locaux, dans une logique souvent patrimoniale, et aussi pour maîtriser les charges. Et ceci, ça a été rendu possible grâce à une offre qualitative qui répond bien sûr aux attentes des entreprises et une offre aussi bien desservie. Ça veut dire malgré tout que le marché est plutôt à la location ? Alors, le marché est en proportion plus orienté à la location, mais la part d'acquisition est quand même
notable et doit être relevé, parce que, comme je vous disais, c'est une entreprise sur 4 qui achète aujourd'hui. En Ile-de-France, c'est 10% du take-up, donc de la demande placée, qui se fait à l'acquisition. Donc vous voyez que les entreprises, en tout cas sur le territoire, se projettent vraiment sur le long terme et n'hésitent pas à acheter leurs locaux. Donc ça, c'est un point notable et différenciant très clairement. En matière d'offres, on a un taux de vacances qui est maîtrisé sur le tertiaire. On a 6,2% de taux de vacances. Donc on a un marché qui est à l'équilibre. En général, autour de 5-6%, on dit que le marché est à l'équilibre. En dessous, on est dans une contraction de marché. Au-dessus, on commence à avoir un marché déséquilibré et plutôt offreur. Donc ça aussi, c'est plutôt sain. Il y a de l'offre. Qui permet quand même aux entreprises de trouver leurs locaux, mais on n'est pas en suroffre et donc il n'y a pas un déséquilibre de marché. Et donc on a une palette très complète aujourd'hui d'offres proposées aux entreprises. Donc ça, c'était le deuxième aussi point à noter. Et au-delà de cette offre immédiate, on a de nombreux projets aujourd'hui qui se développent sur le territoire pour répondre notamment à l'appétit croissant des entreprises pour les locaux neufs. On a à peu près 110 000 m² de bureaux en cours de développement et potentiellement livrables à 3 ans. La gare Noisy-Champs du Grand Paris Express cristallise une grande partie de ces développements, puisqu'on a l'arrivée de la ligne 15 à horizon 2025. Là encore, c'est un fait notable à soulever, puisque c'est très important, bien évidemment, pour les entreprises. En matière de valeur locative sur le tertiaire, les développements neufs aujourd'hui affichent des valeurs comprises entre 200 à 220 euros. C'est le loyer prime dans notre jargon. Donc ce sont des prix qui sont compétitifs, encore une fois, au regard de ce qui se fait dans d'autres marchés. Deuxième couronne sud, si je compare vraiment, deuxième couronne, on a 240 loyer prime. Et si j'avance plus proche de l'agglomération, là, les prix s'envolent. Je ne rentre pas dans Paris, juste en première couronne. On est 340, 390 sur l'est et le sud. Et on dépasse les 40 au nord. Et à l'ouest, on est à 420, 450. Donc on voit tout de suite le réel intérêt et avantage compétitif qu'a Marne-la-Vallée en termes de destination tertiaire pour les entreprises. Donc ça, c'est pour le marché tertiaire. Pour le marché de l'activité, robustesse, même message. Effectivement, on a un volume de demandes placées qui a atteint en 2020 160 000 mètres carrés placés sur des locaux industriels. C'est un léger repli qui est extrêmement modéré par rapport à la moyenne des 5 dernières années, autour de 4-5%, ce qui atteste vraiment la résilience, une nouvelle fois, de ce marché. Et ce maintien du bon dynamisme, en fait, est lié à la demande des petites et moyennes industries locales, présentes localement. Mais aussi, on a beaucoup de belles signatures, une trentaine, des signatures significatives supérieures à 1500 m². Alors, bien sûr, je ne vais pas toutes vous les énumérer. Aujourd'hui, si on n'en retient qu'une seule, qui est la plus importante de l'année, c'est la transaction de l'INLEC à Céris, donc sur le pôle de Val d'Europe, pour plus de 5000 m². Et là aussi, un fait notable à noter sur le marché industriel, c'est que les locaux neufs à l'acquisition sont extrêmement plébiscités. Et donc les acquisitions cette année ont constitué vraiment une réelle alternative à la location. Et 40% des transactions se sont faites à l'achat sur le marché industriel, versus à peu près 30% en Ile-de-France. Et donc ça a été motivé notamment par une conjoncture qui était quand même plutôt favorable ces 4 dernières années, et une offre aussi de locaux, de produits neufs en adéquation, là encore, avec les entreprises. Donc là aussi, sur le tissu, sur le marché industriel, les entreprises se projettent et n'hésitent pas à acheter. 40%, c'est quand même très, très important. C'est vraiment presque une transaction sur 2 se fait via l'achat de leurs propres locaux. En matière d'offres, on a un marché qui est très sain sur le marché industriel et qui a l'équilibre aussi. On a autant de demandes annuelles à peu près que de locaux disponibles. Aujourd'hui, les locaux disponibles, c'est à peu près 150 000 m² disponibles. Mais par contre, la caractéristique, c'est que 90% de l'offre aujourd'hui vacante sur le territoire est de seconde main. Et pourquoi ? C'est parce qu'on a une année qui a été marquée par de nombreux déménagements, justement, d'entreprises vers des locaux neufs. Et donc, ça engendre une tension donc, sur le segment du neuf, une hausse des valeurs locatives qu'on a pu constater un peu sur le neuf, légère, mais un petit peu. Et du coup, ça suscite un besoin vraiment de mise en chantier de nouvelles opérations sur les territoires.
Justement, pour répondre à ce besoin et à cette appétence du marché en produits neufs, il y a cette absorption rapide qu'on a pu le voir. De nombreux projets aussi sont développés sur le territoire. On a à peu près un volume de plus de 90 000 m² livrables à horizon de 2024. Et ce sont une offre qui est composée, bien sûr, de surfaces modulables, qualitative, compétitive, à proximité immédiate des axes majeurs de transport. Et en tout cas, la crise de la Covid-19 a quand même souligné le rôle clé du tissu industriel et productif dans les métropoles. Les questions de l'indépendance sanitaire, de l'empreinte carbone, de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement sont des sujets de plus en plus prégnants et qui vont perdurer dans les années. Enfin, pour conclure ce tour d'horizon du marché immobilier ce matin avec vous, le marché de la logistique, robustesse, voilà. Également, on a à peu près plus de 80 000 m² effectivement placés sur les entrepôts logistiques en 2020. Donc, c'est un niveau de demande extrêmement soutenu. On a une transaction de phare qui est la transaction de Locapost auprès d'Argan, à Ferrières-en-Brie, pour un peu plus de 30 000 m². Et le territoire clairement séduit en capitalisant sur sa très bonne accessibilité et proximité de Paris. En matière de disponibilité, on a une offre logistique très circonscrite, à peu près 30 000 m² de locaux aujourd'hui disponibles immédiatement. Mais en complément, on a vraiment plusieurs développements neufs à venir qui permettent de belles opportunités foncières. Donc, on a 3 projets actuellement en développement, tous développés par Argan et proposés à la localisation. Donc là aussi, l'attrait déjà important pour les solutions de logistique à valeur ajoutée, notamment logistique du dernier kilomètre, devrait aussi se renforcer, notamment pour fluidifier les chaînes d'approvisionnement et atteindre un maillage territorial vraiment fin aux abords de la capitale. Voilà pour cette étude et ces quelques chiffres. Merci Sophie. Alors si on veut résumer tout ça, on peut dire que ces 12 derniers mois, le marché du tertiaire sur le territoire restait très dynamique, que finalement le repli a été plutôt moindre, d'autant plus avec cette crise sanitaire. Et surtout, ce que je retiens, c'est que le territoire est attractif. On voit ces grandes signatures, ces entreprises qui n'hésitent pas à se porter acquéreurs de locaux sur le territoire d'EPAMarne, d'EPAFrance, ce qui veut dire qu'ils veulent s'y installer. Alors, Laurent Girometti, qu'est-ce qui rend ce territoire si attractif ? Alors ça a été dit, un niveau de desserte qui est quand même remarquable, avec à la fois une connexion, on va dire, au cœur métropolitain qui est fluide, important. On a le RER, bien sûr, qui structure le territoire depuis très longtemps, mais ça a été dit, l'arrivée du Grand Paris Express est quelque chose que les uns ou les autres commencent à anticiper. Là, si je prends notre propre cas, c'est sûr que l'acquisition de nos locaux, nos futurs locaux que nous avons réalisés cette année, cet élément-là est déterminant pour la décision. On va se retrouver avec un niveau de desserte pour les salariés qui sera bien meilleur que ce qu'il était auparavant. Donc, premier point. Une connexion au reste du territoire national très bonne aussi. N'oublions pas que la gare TGV de Marne-la-Vallée-Chessy nous met à proximité de très nombreux points européens et français. Notamment de Roissy, je crois qu'en train, bien sûr, alors, on est à quelques minutes et à moins de 20 minutes des 2 aéroports. Alors en ce moment, certes, ça sert moins, mais enfin pour le futur, il y a quand même un moment où ce type de déplacements reprendront, et puis tout simplement la connexion ferroviaire. Donc vous avez à la fois une connexion à la métropole, une connexion au reste du territoire, national, international, européen, et puis une vie propre au territoire également. Et ça, c'est important, c'est cette diversité, je pense, qui fait la force du territoire, ça a été souligné. Beaucoup d'entreprises, finalement, et de toute taille. C'est-à-dire qu'on a des TPE, on a des PME, on a des PMI, avec des vrais parcours résidentiels également, et une inclusion dans le territoire. C'est un autre élément d'attractivité. Et là, on en revient à l'équilibre territorial sur un territoire agréable et où on développe aussi du résidentiel. C'est finalement la proximité au lieu d'habitat peut être intéressante pour les entreprises. Et ce qu'on remarque, c'est qu'une fois qu'elles s'inscrivent dans le territoire, elles ont plutôt le souhait d'y rester et de s'y développer, donc de s'y implanter durablement. Donc il y a fréquemment, en effet, des transactions qui sont circulaires, quoi. Des gens qui cherchent des locaux pour s'agrandir, pour faire évoluer leur activité. Donc un territoire qui finalement, et ça a été quelque part
une source de réconfort, cette étude, pour nous, c'est de se dire, oui, le territoire a une solidité intrinsèque qui fait plaisir à entendre dans une période qui est difficile. J'ajoute que ça nous permet aussi de constater que toutes les entreprises n'ont pas été frappées par la crise de la même manière. On le sait, bien sûr, certains secteurs sont beaucoup plus impactés que d'autres. Et on est comme ça dans une sorte de moment de transition où du coup beaucoup d'entreprises aussi réfléchissent à leur futur. Et bien sûr, leurs locaux, ça fait partie de leur futur, de leur projet. Donc on est ravis quand on peut les aider à concrétiser ce projet sur le territoire que l'on aménage. Justement, puisqu'on parle des locaux, là je vais me tourner vers vous, Christophe Mauge. Sophie a souligné le fait qu'il y a beaucoup de demandes sur les locaux neufs, des entreprises qui achètent ces locaux neufs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises préfèrent investir finalement dans la pierre, dans l'immobilier, plutôt que de garder leur argent en banque. C'est plutôt une très bonne nouvelle parce que ça montre la confiance qu'ils ont sur le territoire. Laurent en a parlé. Les entreprises qui sont généralement implantées sur notre périmètre d'intervention, elles s'y sentent bien, leurs collaborateurs également, et donc il y a un vrai parcours résidentiel sur le territoire. Il faut savoir qu'environ une transaction sur deux, c'est une transaction endogène. Une entreprise du territoire qui se repositionne parce que besoin de croissance, besoin de s'agrandir, croissance externe, croissance interne, mais en tous les cas, repositionnement sur le territoire. Donc en tant qu'aménageur, nous, on se doit d'avoir toujours des fonciers disponibles. Donc on a un portefeuille foncier aujourd'hui pour la partie locaux d'activité d'environ 90 hectares, ce qui nous permet de répondre à ces besoins. Et je dirais que ces transactions, ça veut dire aussi qu'on fait plutôt bien notre travail à l'établissement public. Parce qu'on a aussi accompagné le développement d'opérations immobilières et ces promoteurs mettent à disposition des locaux et derrière, il y a les transactions qu'on vient de citer. Aujourd'hui, nous, sur les 90 hectares de fonciers activités immédiatement disponibles, c'est des fonciers compris entre 5000 m² et quasiment 8-9 hectares regroupables. Donc on est capable de répondre à tout un tas de demandes. Et sur la partie tertiaire, on s'attache à développer avec des promoteurs. Charles-Antoine Corr de Legendre est présent tout à l'heure, il pourra en parler, il développe des projets sur le territoire. On s'attache à développer des projets tertiaires, mais également nous avons des fonciers disponibles immédiatement au pied de gares pour répondre à des demandes de clés en main. Et la particularité du territoire sur le plan tertiaire, c'est deux pôles tertiaires distincts, entre guillemets, un pôle plus métropolitain sur Noisy-Champs, donc vraiment rattaché à Paris. Aujourd'hui, le RER-A, demain, un des plus gros hubs en termes de transport en commun du Grand Paris, avec le ligne 15 qui arrivera en 2025 et ensuite la ligne 16, et le pôle de Montévrain-Val d'Europe, qui est, lui, un petit peu plus excentré. Et je dirais que c'est une des particularités, puisqu'on pourrait se dire un petit peu plus excentré de Paris, donc marché différent, valeurs qui peuvent être moindres. C'est pas du tout le cas. C'est un autre marché qui répond à des besoins locaux, avec des niveaux de valeurs qui sont semblables à ceux d'un pôle métropolitain de Noisy-Champs, et des valeurs qui se tiennent bien. Voilà, donc on s'attache d'un côté à avoir des fonciers disponibles, on développe des projets avec des promoteurs pour la commercialisation de locaux dans la foulée, et on a également des fonciers pour réaliser des clés en main auprès d'utilisateurs finaux. Merci Christophe, on va profiter de ce dernier mot pour remercier Sophie Rosen de nous avoir présenté cette étude. Sophie, vous allez laisser votre place à nos vous avez encore quelques secondes, hein, vous en faites pas. Maintenant qu'on a placé le contexte, on va pouvoir voir comment ça s'est traduit sur le terrain, sur ce territoire d'EPA-Marne et EPA-France. On se retrouve dans quelques instants avec la seconde partie de cette émission spéciale. Émission spéciale. Immobilier d'entreprise, bilan et perspective, la résilience pour garder le cap. De retour sur le plateau de cette émission spéciale dédiée à l'immobilier d'entreprise sur le territoire d'EPA-Marne, d'EPA-France. Alors, on a fait le bilan de cette année 2020 avec Sophie Rosen qui nous a présenté cette étude menée par JLL pour EPA-Marne, EPA-France. On va maintenant se diriger un peu plus sur le terrain. On va parler de choses un peu plus concrète, un peu plus réelle, toujours avec Laurent Girometti, le directeur général d'EPA-Marne, d'EPA-France, et Christophe Mauge, directeur du développement, EPA-Marne, EPA-France. Et nous avons été rejoints sur le plateau par deux personnes. D'abord, Charles-Antoine Corr, bonjour. Bonjour Johanna. Vous êtes le directeur Île-de-France pour Legendre Immobilier. En face de vous, on a été également rejoint par Ronan Leland. Bonjour Ronan. Bonjour Johanna. Vous êtes président du directoire d'Argan, dont on a déjà pas mal parlé en première partie. On en reparlera. J'aimerais également saluer Stéphane Salini qui est en ligne avec nous. Bonjour Stéphane. Stéphane Salini, est-ce que vous nous entendez ?
Je vous entends très bien. Bonjour à Parfait, vous tous. bonjour. Vous êtes le président de tout simplement du groupe Salini hein, qui porte votre nom. Alors, avant d'attaquer dans le vif du sujet qu'on a déjà un peu développé, messieurs, je vais vous demander de nous présenter en quelques mots ces trois entreprises qu'on connaît un petit peu sur Radio Imo, mais qu'on va quand même rappeler. D'abord, Charles-Antoine Corr, le gendre immobilier. Alors, le groupe Legendre, c'est un groupe familial, intégré, structuré autour de trois métiers. La construction, mais aussi l'immobilier et l'énergie. On est sur un groupe qui fait 2100 personnes sur l'exercice 2020 pour un chiffre d'affaires de 630 millions de chiffre d'affaires consolidé. Sur la partie immobilier, sur la part des 630 millions, on est sur un chiffre d'affaires de 190 millions. Et je dirais pour l'implantation du groupe sur le territoire EPAMarne et EPA-France, c'est à peu près une dizaine d'opérations pour 45 000 m² de bureaux, 400 chambres d'hôtel et 800 logements. On est déjà dans le dynamisme du territoire avec vous, Charles-Antoine. Ronan, quelques mots sur Argan. On a cru comprendre qu'on parlait logistique. Je vous confirme. Donc, Argan est la première foncière française spécialisée en entrepôt logistique. Donc, comme Legendre, c'est une société familiale. Elle est cotée sur Euronext depuis 2007, Euronext Paris. Donc, le fondateur, c'est Jean-Claude Leland, donc c'est mon père, qui reste le principal actionnaire avec sa famille. Moi-même, je suis le président du directoire et on est entouré d'une équipe d'une trentaine de personnes, une trentaine de collaborateurs qui sont tous experts dans leur domaine. Donc, quelques chiffres. Aujourd'hui, donc, étant parti d'une feuille blanche en 2000, aujourd'hui, Argan, c'est 90 entrepôts, donc qui totalisent 3 millions de mètres carrés, répartis sur la France entière. Notre patrimoine est valorisé à hauteur de 3 milliards et il génère 150 millions de loyers annuels. Voilà. Sur le territoire, EPAMarne, EPA-France, Argan. Alors, plus précisément sur le territoire EPA-France, on est particulièrement implanté. Il faut savoir qu'on est très attaché à ce territoire parce que c'est à Croissy-Beaubourg que Argan a fait ses premières opérations en 2000. Et aujourd'hui, on a environ 200 000 m² d'entrepôts logistiques à travers 9 sites répartis sur le territoire. On sent l'attachement au territoire où du coup vous devez vous sentir bien. On en reparlera, même si ça semble un peu évident, hein, puisque vous y restez. Stéphane Salini, quelques mots sur le groupe Salini ? Une autre entreprise à taille humaine et totalement tournée vers ses clients. Salini, c'est 50 ans d'histoire. C'est plus de 200 collaborateurs et c'est 80 millions de chiffre d'affaires. Et un attachement particulier au territoire EPA-Marne, EPA-France, puisqu'on a construit ces 20 dernières années plus de 30 opérations. Et dans les 5-6 prochaines années, une vingtaine d'opérations sont déjà programmées. Deux métiers, la construction, donc du clé en main, de la promotion, du parc d'activité, et un deuxième métier qui est le service, donc la maintenance, l'entretien des bâtiments. Une structure familiale à taille humaine et dont l'actionnariat est totalement détenu par Philippe, mon frère, et moi-même qui co-dirigeons ce groupe familial. Merci Stéphane. Quelques mots sur votre action sur le territoire EPA-Marne, EPA-France ? Ça a été une année difficile, mais ça a été une année difficile pour la France, ça a été une année difficile pour les Français, ça a été une année difficile pour les activités qui malheureusement ont dû fermer. Et il a fallu s'adapter, mais vous avez autour de vous des entrepreneurs et notre métier, c'est de s'adapter, d'être agile, d'avoir une certaine résilience. C'est ce que nous avons fait au cours de l'année avec plusieurs défis. Le premier défi, ça a été de ne pas mettre en péril nos collaborateurs. Le deuxième, c'est de faire en sorte de ne pas stopper nos activités, c'est ce que nous avons réussi. Difficilement pendant le premier confinement, puisqu'on était dans l'incertitude. Mais malgré ça, ça a été aussi un accélérateur de la demande de nos clients, des chefs d'entreprise qui souhaitent s'implanter sur le territoire d'EPA-Marne, puisqu'ils sont maintenant plus ouverts sur une démarche environnementale, éco-responsable et sur la qualité des lieux de travail pour leurs salariés. Et je tiens à saluer le travail d'EPA-Marne, puisqu'ils nous ont poussé ces dernières années pour être de plus en plus éco-responsables, d'avoir une démarche environnementale.
ça a grincé un peu les dents de la part des entreprises, mais aussi de nos clients, et force est de constater qu'ils avaient là aussi pris un peu d'avance. Et aujourd'hui, on est totalement dans cette démarche. Et le groupe Salini, du coup, va construire, a commencé à construire l'année dernière, et ça va se poursuivre jusqu'en 2024, 2 parcs d'activités éco-responsables avec des espaces de travail de grande qualité. C'est 25 bâtiments de 700 mètres carrés à 1500 mètres carrés, avec un panel de services, des casiers connectés, comment dirais-je, des jardins partagés pour que les gens puissent aussi faire leur potager s'ils le souhaitent entre leurs pauses, des lampadaires photovoltaïques, des cuves de récupération des eaux, la gestion technique des bâtiments pour faire en sorte de maîtriser les consommables. Bref, tout un tas de panels pour se projeter sur ce qui est maintenant irréversible, le fait d'avoir des bâtiments qui correspondent aux souhaits d'une part des entrepreneurs, de leurs salariés, mais également des habitants aux alentours. Il n'y a pas d'un côté l'industriel, l'activité de l'autre côté des habitants. Tout ça ne fait plus qu'un, et c'est la grande force, je pense, du territoire des Panama. Merci Stéphane. Puisque vous abordez le sujet, on va poursuivre sur ce volet écologique. On sait qu'on est sorti de cette crise sanitaire avec des Français qui sont de plus en plus demandeurs, qui sont de plus en plus attachés à tous ces projets écologiques. Et c'est sans doute, Laurent Girometti, l'une des clés du succès d'EPAMAR NEPA France pour avoir survécu finalement à cette crise. C'est un sujet sur lequel EPAMAR NEPA France s'est positionné depuis déjà plusieurs années. En effet, le virage en a été pris à la fin des années 2000, début des années 2010 dans un premier temps, et encore accentué au fil des ans. EPAMAR est notamment un pionnier sur les sujets d'éco-construction. Construction bois, utilisation d'éco-matériaux. Alors c'est un sujet qui a, dans un premier temps, été pour ainsi dire réservé au résidentiel. Il faut savoir que EPAMAR NEPA France, l'ensemble, c'est l'aménageur qui finalement représente le plus gros volume de construction bois, par exemple, en France. Donc ça fait plusieurs années que patiemment, régulièrement, on construit cet aspect-là, en le travaillant là aussi avec les promoteurs et en ayant pour but que ça essaime et que l'éco-construction puisse se développer. C'est vrai que sur les aspects, notamment de locaux d'activité ou logistique, ce point-là n'a pas démarré aussi vite et aussi fort. Il y a encore quelques années de ça, Stéphane Salini l'illustrait bien à l'instant. Le premier réflexe, c'était de dire ça va être compliqué. Les clients ont une attente très forte sur le prix. Attention, leur préoccupation première, quelle est-elle ? On constate que ça bouge. Et on a la satisfaction de constater que dans les opérations de cette année notamment, on commence à avoir de la construction bois dans les locaux d'activité. Le groupe Salini l'opère. Les opérations d'Argan contiennent des éléments de production locale, d'énergie, d'utilisation locale. Et toutes ces choses, je dirais maintenant à un rythme assez rapide, sont en train de s'intégrer, à la fois dans l'offre que proposent les opérateurs, mais aussi dans la demande des clients. Donc ça, c'est un signal extrêmement positif. Et au-delà de l'éco-construction, c'est vrai que nous, on veille dans nos aménagements à être vraiment le plus respectueux possible des qualités du sol, du circuit de l'eau, des questions de biodiversité. La réglementation a beaucoup évolué, elle y contraint, mais indépendamment de cette contrainte, ce sont de réels sujets de préoccupation qu'on intègre dans nos opérations. Le but, c'est vraiment d'arriver à concilier le mieux possible le développement et le respect de l'environnement. Et l'un des exemples de ça qu'on a ce matin, c'est celui d'Argan, qui a fait, je crois, un entrepôt neutre en carbone, c'est-à-dire qu'il consomme autant de carbone qu'il en fabrique. C'est tout à fait ça. Donc chez Argan, le développement durable est quelque chose de très important, et le plan climat d'Argan traduit notre volonté de construire des entrepôts plus responsables et vertueux pour l'environnement, car on est tout à fait conscient de leur impact. Alors on s'appuie pour cela sur des certifications durables, telles que les labels BREEAM, HQE ou Biodiversity. Et concrètement, on essaye de réduire leur impact sur l'environnement et de préserver les ressources. Alors, sur le territoire de l'EPA, donc à Croissy-Beaubourg, on a réalisé notre entrepôt pilote à carbone neutre. Donc effectivement, c'est un projet qui est très vertueux parce qu'on s'est implanté volontairement sur un site ancien. Alors, ce n'était pas une friche
une friche industrielle, puisque c'est un site que l'on a acquis en 2000, c'était un site Kodak, qui avait eu une première vie. En 2000, on l'a réhabilité, donc on a conservé les parties qui méritaient d'être conservées, et puis on a reconstruit à neuf donc des extensions. Donc ça, c'était en 2000. Et là, on a profité du départ du locataire pour tout remettre à plat. Et là, pour le coup, pour démolir la partie la plus ancienne d'origine, donc environ 7000 m², pour reconstruire une cellule neuve et réhabiliter les parties qui a été elles-mêmes construites en 2000. Voilà. Et donc, concrètement, on a tout simplement supprimé le chauffage gaz. Et donc, on a mis en place des pompes à chaleur en toiture, des pompes à chaleur électriques. Il faut savoir effectivement que 1 kWh gaz consommé donc, émet 300 grammes de carbone, CO2, alors que 1 kWh électrique n'en émet que 60, donc 5 fois moins de CO2. Donc à la base, nous avons supprimé le chauffage gaz et mis des pompes à chaleur électrique. Et pour alimenter, bien évidemment, nous avons mis des LED à la place des iodures à sodium d'origine en matière d'éclairage. Et donc, pour alimenter le site, nous avons installé une centrale photovoltaïque en toiture, si bien qu'on arrive quasiment à zéro en émissions de CO2, et les quelques 1 ou 2 tonnes résiduelles d'émissions de CO2 sont compensées par une soixantaine d'arbres adultes, si bien que le bilan carbone est zéro. L'écologie, donc comme l'une des clés du succès et de la résilience sur le territoire d'EPA-Marne, d'EPA-France. Je suppose qu'il y en a d'autres. Alors je vais me tourner vers vous, Charles-Antoine Corre. Quelle a été l'une de vos clés pour vous adapter ces 12 derniers mois pour que l'activité se poursuive malgré tout ? Alors, je pense que déjà la qualité du groupe intégré Legendre a été une clé, je dirais, de cette résilience, puisque le fait d'avoir pu, dès que les protocoles sanitaires étaient en capacité d'être activés, de redémarrer l'ensemble de nos chantiers, mais couplé aussi à des choix stratégiques pré-crise, notamment sur la digitalisation ou sur des stratégies d'innovation, sur la valeur d'usage, sur la recherche et développement en technologie, nous permettent finalement, je dirais, d'avoir une année 2020 à l'équilibre, mais aussi d'augurer cette année 2021 sous les meilleurs auspices en termes de performance. Pour, je dirais, rebondir un petit peu sur cette dimension environnementale des attentes des grands utilisateurs, je pense que cette attente environnementale, elle est à intégrer aussi dans une démarche plus globale sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Bien évidemment, aujourd'hui, un employeur doit proposer des espaces de travail qui sont en lien avec les résonances des préoccupations de ses collaborateurs, bien sûr des conceptions décarbonées, des performances énergétiques vertueuses, mais aussi de travailler sur cette valeur d'usage, sur les espaces de travail pour que finalement on y retrouve l'intérêt d'un projet collectif d'entreprise et que le bureau soit un élément désirable pour que le projet collectif d'une entreprise soit vraiment partagé au niveau des collaborateurs. Et l'ensemble, je dirais, de nos opérations tournées vers cette valeur d'usage, voilà, sont une réponse à ce que le bureau sera demain. Le meilleur exemple, c'est finalement le bâtiment Osmose que nous avons livré pour le compte du Crédit Agricole Brie-Picardie en septembre 2020, qui est pour le Crédit Agricole Brie-Picardie une vraie réponse à l'implantation sur son territoire local, le repositionner sur la dynamique aussi économique de son territoire, de son marché, mais d'en faire aussi un espace qui permet de pérenniser ses collaborateurs, d'être un outil de recrutement et d'accompagner aussi cette vie dans l'entreprise par une multitude de services qui est là aussi une évolution du produit bureau dans l'avenir, une crèche, des espaces de travail collaboratifs, une boutique coopérative, des éléments de terrasse agricole partagés pour que vraiment on ait un équilibre sur la vie au travail, la vie personnelle, dans une mixité fonctionnelle qui fait la caractéristique du territoire. Christophe Mauch, je voudrais une réaction sur ce que vient de dire Charles-Antoine, qui finalement nous emmène gentiment vers la mixité des usages dont on parle beaucoup et qui aujourd'hui s'impose pour rendre un territoire dynamique et attractif.
Tout à fait. Pourquoi le périmètre d'intervention des établissements publics fonctionne bien? C'est parce qu'on a un territoire qui est extrêmement équilibré, avec un emploi pour un actif, un développement d'environ 2000 à 2500 logements chaque année, et également du développement économique sur des volumes importants. On parle entre 12 et 15 hectares de foncier d'activité chaque année, environ 25 à 30 000 m² de bureaux, et de l'hôtellerie et du commerce en accompagnement. Oui, je vais réagir sur ce que Charles-Antoine, tu viens de dire, parce qu'en plus, il y a un sujet qui nous touche, nous, tout particulièrement en ce moment, c'est que, Laurent en a parlé un petit peu tout à l'heure, on se repositionne aujourd'hui, notre site historique est à Noisiel, au cœur d'un parc paysager de 3,5 hectares. Alors c'est très sympa, mais en même temps, on est à 1,5 km d'une gare, on a une rupture de charge, c'est pas évident pour les collaborateurs lorsqu'ils viennent en transport en commun, c'est pas évident pour nos clients lorsqu'ils viennent nous voir, sauf s'ils sont véhiculés. Alors on a un parking, mais pour venir en transport, c'est pas génial. Donc effectivement, on a fait le choix de se repositionner au pied de la gare du Grand Paris à Noisy-Champs. Et je dirais que sur le sujet RSE, c'est un sujet aujourd'hui très important pour les utilisateurs. Et nous-mêmes, aujourd'hui, on travaille avec les collaborateurs pour offrir des espaces de travail qui soient qualitatifs et qui répondent bien évidemment aux usages, mais qui soient des lieux de vie agréables. On le voit aujourd'hui, période de pandémie, on vit quelque chose sans précédent, qui est difficile à vivre. Pour moi, l'entreprise, que ce soit des locaux d'activité ou que ce soit un site tertiaire, il est vecteur de lien social. Et clairement, on a besoin d'offrir des services et des surfaces de travail qualitatives. Donc typiquement, pour nous, ce sera 35% d'espace de travail collaboratif. On associe les collaborateurs depuis plus d'1 an dans des démarches d'ateliers pour qu'ils puissent se projeter dans notre futur bâtiment, puisqu'on emménagera sur site en septembre 2022. Et si vous me permettez de garder la parole encore 2 minutes, Johanna, je voudrais réagir à ce qu'a dit tout à l'heure Stéphane, sur le fait que ça grinçait un petit peu des dents lorsqu'on a poussé les utilisateurs économiques à aller avec nous sur le sujet environnemental, sur la construction décarbonée. Effectivement, EPAMarne, sur le plan résidentiel, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est reconnu. On est premier donneur d'ordre public de construction décarbonée. C'est plus de 5500 logements engagés sur les 5 dernières années. Néanmoins, sur la partie économique, c'était pas gagné. C'était pas gagné. Quand on a commencé il y a quelques années à en parler, à pousser nos clients à aller sur cette thématique-là, et au final, aujourd'hui, on s'aperçoit, je ne vais pas paraphraser ce qu'ont dit nos invités, mais c'est quand même quelque chose qui se pratique de plus en plus. Et c'est vrai qu'on pousse sur la construction bois sur les locaux d'activité. C'était quelque chose qui ne se faisait pas du tout par le passé. Aujourd'hui, ça commence à se faire. Stéphane en a parlé sur ces 2 opérations, que ce soit à Collégien ou à Chanteloup-en-Brie. C'est plus de 20 bâtiments qui seront réalisés sur cette composante-là. On va très loin aussi en termes de rétention d'eau à la parcelle. C'est un sujet important à traiter sur les développements des zones d'activité. Ça ne se faisait pas forcément par le passé. Ça se faisait au niveau des ZAC, mais ça ne se faisait pas forcément avec nos clients. Aujourd'hui, nos clients, ils sont intégrés dans cette démarche-là. Et juste, après, je rendrai la parole, mais on a une zone d'activité aujourd'hui qui est la ZAC de la Miro-Croatie, que l'on pousse en termes de ZAC à biodiversité augmentée, avec je dirais des contraintes qui peuvent être perçues comme telles. Mais in fine, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est une ZAC qu'on a mis en commercialisation il y a 6 mois. Et au moment où on se parle, alors qu'on vit quand même une période qui est quand même pas facile, on a aujourd'hui plus de fonciers disponibles immédiatement en commercialisation. Pourquoi ? Parce qu'ils sont soit commercialisés. On n'a jamais fait un premier trimestre aussi dynamique en termes de vente foncière. Donc ça, pour le coup, je me permets de le souligner vu la saison. Et aujourd'hui, tous les fonciers restants sont à l'étude avec des prospects. Alors bien évidemment, pour nos auditeurs, je suis convaincu que l'ensemble des études de faisabilité ne vont pas prospérer et on va se retrouver avec des fonciers disponibles dans quelques mois. Mais néanmoins, c'est très parlant. En moins de 6 mois, une ZAC mise sur le marché qui est complètement soit commercialisée, soit en cours de commercialisation, je dirais que c'est presque du jamais vu ces dernières années. Et pourtant, cette ZAC, on va loin en termes d'ambition environnementale. On va continuer à parler d'ambition dans quelques instants, puisque je voudrais vous emmener, messieurs, sur les perspectives pour ce marché de l'immobilier tertiaire sur le territoire d'EPAMarne, d'EPA-France. Avant, je voudrais me tourner vers Ronan, qui est un peu notre référent logistique ce matin. Ces 12 derniers mois, on a connu une explosion sans précédent du e-commerce. Les gens ne pouvaient plus sortir, alors ils ont commandé. Il y a eu une grosse demande au niveau du stockage, notamment. Est-ce que vous l'avez ressenti ? Et puis surtout, je crois qu'il y a eu également un besoin de stocker de nouveaux produits qui devenaient nécessaires. Je pense aux masques, je pense aujourd'hui aux vaccins. Et pour ça, Marne-la-Vallée s'est trouvé un territoire privilégié. Oui, tout à fait. Et donc, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Christophe et puis Sophie tout à l'heure pour témoigner de l'exercice 2020, donc sur les 12 derniers mois écoulés pour Argan, pour dire que, effectivement, donc, en collaboration étroite avec Laurent Girometti et Christophe Mauge, Argan a été en capacité à renforcer son offre locative sur le territoire de l'EPA à hauteur de 60 000 m².
donc là à travers des clés en main locatifs ou même du blanc, puisque nous avons décidé donc avec l'EPA de lancer une opération en blanc sur Céris. Et donc on s'est retrouvé début 2020 à commercialiser, donc avec l'enjeu, le challenge de commercialiser 60 000 m² de neuf ou de réhabilitation lourde, à savoir le projet de Croissy-Beaubourg, ainsi que, Sophie en a parlé, un entrepôt vacant à Ferrières de 30 000 m². Voilà, donc ça c'était la photo, le challenge début 2020. Donc il s'est passé ce que tout le monde sait, donc la crise sanitaire. Et résultat des courses, 12 mois après, on a obtenu un énorme succès, puisque en 12 mois, la totalité des 60 000 m² ont été signés et nous avons loué à Locapost l'entrepôt de Ferrières, où effectivement Locapost a stocké un contrat d'État, donc toutes les EPI de l'État, à savoir les masques, les gants, les blouses, etc. Et sur le territoire, nous avons également signé une extension donc à Chanteloup-en-Brie avec Arvato Healthcare. Arvato Healthcare qui est un acteur majeur concernant les laboratoires pharmaceutiques et qui stocke à ce titre les vaccins Pfizer et Moderna dans le site de Chanteloup-en-Brie. Voilà. Alors donc, c'est peut-être pas ça qui a déclenché l'extension de 6 000 m², mais néanmoins, ça y a participé. Et puis, on a également, on a constaté, on peut témoigner que le secteur médical ou plus largement le secteur de la santé a été très présent en 2020, à travers également un locataire qui s'appelle Intersurgical, qui a signé pour 6 000 m² à Croissy-Beaubourg. Voilà, donc je vous confirme que le secteur médical a effectivement, et la santé plus généralement, a boosté le business. Et le e-commerce, bien évidemment, puisque chacun sait que ça a été un accélérateur de la part du e-commerce dans la consommation globale. Donc le territoire n'y a pas échappé. Et je peux donner l'illustration de Decathlon qui est présent donc chez nous à Ferrières. Alors donc là, sur le coup, on est sur un entrepôt qui est multicanal. C'est un entrepôt qui dessert à la fois les magasins physiques et qui fait également du B2C. Voilà. Et donc, pendant que les magasins étaient fermés, bien évidemment, la part du B2C a augmenté et ça a déclenché un besoin supplémentaire pour Decathlon. Et donc, on a signé une extension de 6 000 m² d'un entrepôt qui faisait déjà 36 000. Donc là, maintenant, on est sur un format de 40 000. Et le côté positif également, c'est que Decathlon s'est réengagé sur de la durée. Merci Ronan. On va utiliser les quelques minutes qui nous restent pour se lancer sur les perspectives. Alors demain, que faut-il attendre? Que faut-il espérer sur le territoire d'EPA-Marne, d'EPA-France? Et je voudrais poser la question à Stéphane Salini. Stéphane, comment vous voyez les 12 prochains mois? Je n'ai pas les chiffres du loto, mais je vais essayer de vous donner ma vision. C'est assez simple. C'est un territoire dynamique. Ça ne se décrète pas d'être dynamique. Ça se construit. Et l'EPA-Marne l'a construit depuis de nombreuses années. Et donc, on le voit aujourd'hui, un bon nombre de collaborateurs et d'entrepreneurs souhaitent venir s'implanter sur ce territoire. Et donc, à nous, chefs d'entreprise, entrepreneurs, à s'adapter, à leur proposer des produits, de nouveaux produits qui correspondent complètement à l'ère du temps. C'est ce que nous faisons, nous, Salini Group, en 2020 jusqu'en 2024. Il y a 2 parcs d'activité qui sont en train de sortir de terre. Un collégien où 4 bâtiments sont déjà construits sur 8 et un autre à Chanteloup dont les autorisations sont en cours, totalement, et Christophe l'a dit, totalement en bois, charpente et structure en bois, des bâtiments de 700 à 1500 m², avec tous les services qui vont autour, et notamment les toitures végétalisées, le fait d'avoir des bitumes blancs également sur la toiture pour éviter et minimiser l'absorption de calories, la gestion des eaux, Christophe l'a dit, des eaux pluviales pour privilégier l'infiltration, etc., etc. Encore une fois, cette démarche est nécessaire. Je le redis, M. Girometti, M. Mauge ont bien fait depuis quelques années de nous inciter fortement, durablement à investir sur le côté environnemental de nos bâtiments, parce que
Aujourd'hui, c'est une demande qui est forte et lorsque vous faites visiter des bâtiments, puisque le parc d'activité Square à Chanteloup et à Collégien est à la vente ou à la location, quand vous faites visiter deux bâtiments, un bâtiment éco-responsable en bois avec tous les services qui vont avec, et un autre bâtiment qui est, comment dirais-je, plus classique et plus standard, vraisemblablement et souvent l'intention des entrepreneurs, c'est plutôt d'aller vers des parcs d'activité du futur, en tout cas qui correspondent mieux à ce qu'ils souhaitent donner comme image à leur entreprise. Donc on va continuer avec EPAMarne, avec EPAFrance, avec qui nous travaillons depuis une trentaine d'années, à essayer de répondre à cette demande avec la particularité qui est celle du groupe Salini, c'est d'avoir cette disponibilité et ces échanges permanents avec les collectivités et avec nos clients. Mais autour de la table, vous avez des gens avec une très bonne réputation qui font de très bons boulots. Donc, je crois que ce territoire va continuer à prospérer puisqu'il est bien tenu et il sait où il va. Et on va essayer, nous, groupe Salini, de pouvoir accompagner l'EPAMarne et le territoire pour quelques années et de bonnes années, je pense. Merci Stéphane Salini. Alors un territoire dynamique, porté par son engagement environnemental, un territoire bien tenu, que nous a dit Stéphane Salini. On va laisser la conclusion à Laurent Girometti. Merci Johanna. Écoutez, ce matin, je trouve qu'on a des partenaires qui font plaisir à entendre. On a des entreprises françaises, familiales, issues du terrain, qui sont dans l'économie réelle et qui créent de la valeur et des emplois, ce qui est quand même, un des buts principaux qu'on peut avoir sur un territoire comme le nôtre. Dans la période actuelle, on a besoin de ce type d'initiative, tout en étant vigilant sur les enjeux environnementaux, et ça, on les y a poussés, comme ça a été souligné. Je pense que c'est une clé pour demain. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'est pas dans le négativisme, on est au contraire, on sait que la situation est difficile, mais il y a beaucoup d'atouts pour pouvoir rebondir, développer malgré tout. Et ces entreprises vraiment font partie, finalement, des clés pour y arriver, en partenariat avec nous. Donc je pense qu'on a eu là un bon résumé, finalement, de la façon dont on veut travailler, et en se disant que cette conciliation enjeux économiques, enjeux environnementaux, c'est ce qui fait la valeur des actifs et du territoire pour demain, c'est ce qui fait les emplois, c'est ce qu'il faut, tout simplement. Laurent Girometti, directeur général d'EPAMarne EPAFrance, merci beaucoup pour cette conclusion pleine d'optimisme. Et puis merci à tous nos invités pour leur optimisme ce matin. On a montré que malgré la crise sanitaire, quand un territoire sait être dynamique et attrayant, eh bien tout se passe bien. On va refaire un dernier tour de table pour vous remercier. D'abord, on va remercier Sophie Rosen qui était avec nous en première partie d'émission, qui est directeur du service recherche chez JLL. On remercie également Stéphane Salini qui était avec nous en ligne. Il est président du groupe Salini. Merci à vous Christophe Mauge, directeur du développement EPAMarne EPAFrance, Charles-Antoine Corr, directeur Île-de-France Legendre Immobilier, et Ronan Leland, le président du directoire d'Argan. Un grand merci à tous. Cette émission est désormais disponible en podcast sur tous vos agrégateurs habituels, alors n'hésitez pas à aller la réécouter. Je vous souhaite une très bonne journée à notre écoute. Émission spéciale Immobilier d'entreprise, bilan et perspective, la résilience pour garder le cap. Une émission en partenariat avec EPAMarne EPAFrance, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.